Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à toutes et à tous. Ce journal sera essentiellement consacré au African Financial Industry Summit AFIS qui se tient à Lomé. C'est le chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé lui-même qui a personnellement ouvert les travaux. Le numéro 1 togolais appelle à une mobilisation autour du secteur privé pour réussir l'inclusion financière. Nous l'écouterons dans quelques instants. Bienvenue à tous. radiolomé.tg. Et je vous l'annonçais tantôt, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a ouvert le African Financial Industry Summit AFIS. C'est ce matin à Lomé, le film sonore de son arrivée sur place avec Raoul Tetoniaki. Accueilli par une fine pluie comme source de bénédiction pour le sommet, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé sur les lieux aux environs de 8 heures. Le chef du gouvernement et la présidente de l'Assemblée nationale étaient présents pour son accueil. Vêtu d'un costume bleu nuit et d'une cravate rayure blanche sur le bleu nuit également, Faure Essozimna Gnassingbé s'est prêté à l'exécution de l'hymne national. Après ce devoir, le président de la République a reçu les honneurs militaires rendus par une section des forces armées togolaises sous les ordres du chef de bataillon Bali Essozenam. Les réservistes, entendez anciens militaires, gendarmes et policiers admis à la retraite, étaient massivement présents pour présenter leurs admirations. C'est à travers ces ovations. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, appelle à une mobilisation autour du secteur privé pour réussir l'inclusion financière. Et c'était ce matin à Lomé, à l'ouverture du sommet AFIS. Le président de la République a donné l'exemple du Togo, un modèle en matière du partenariat public-privé. Suivons l'intégralité du discours du chef de l'État à l'ouverture de ce sommet et c'est tout à l'heure. Chers amis, chers invités, chers participants, je voudrais vous remercier de votre présence et remercier particulièrement le groupe Jeune Afrique et la SFI pour la confiance renouvelée dans notre capitale pour l'organisation de cette édition. L'édition AFIS 2022 faisait la part belle aux crises et à leur gestion. Son premier panel s'intitulait « Transformer la finance africaine en période de crise ». Force est de constater que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Le thème des crises laisse place à celui des opportunités. Le premier panel de cette année, bâtir une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1500 milliards. Donc ce thème incarne cette nouvelle symbolique. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord m'interroger devant vous. Comment expliquer ce regain d'optimisme? La normalisation des prix y est bien sûr pour beaucoup. Après des mois d'inquiétude, l'inflation retombe enfin et les prix des produits de base, notamment alimentaires et énergétiques, se détendent. Cette baisse de l'inflation est constatée partout dans le monde. Les dernières projections du FMI suggèrent que la hausse des prix aura atteint 6,8% en 2023 avant de revenir à 5,2% en 2024, une nette amélioration par rapport au taux de 8,7% enregistré l'année dernière. Mieux encore, la baisse de l'inflation est particulièrement prononcée dans notre espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le taux d'inflation est tombé à 2,7% en septembre 2023, une performance à saluer quand on la compare au pic de 8,8% enregistré en août 2022 et au taux de 6% en janvier 2023. Plus généralement, le dynamisme de nos économies a de quoi nous rendre optimistes.
En Afrique de l'Ouest, les données de la campagne agricole 2022-2023 montrent une augmentation de 9,7% de la production vivrière au sein de l'Union, atteignant un volume impressionnant de 72 millions de tonnes. Étant donné l'importance cruciale de l'agriculture, qui emploie 65% de notre main-d'œuvre et contribue à hauteur de 40% à notre PIB, de telles réalisations ne peuvent que nous encourager. Notre secteur industriel n'est pas en reste. Le port autonome de Lomé est plus dynamique que jamais, suggérant de bonnes performances économiques pour l'ensemble de la sous-région. Cette tendance favorable ne se cantonne pas d'ailleurs au Togo ou à l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique subsaharienne tout entière qui s'engage résolument sur le chemin de la reprise. La région devrait connaître un rebond significatif avec une croissance estimée à 4%. À plus long terme, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, saura ancrer, j'en suis sûr, cette reprise dans la durée. À l'heure où une partie du monde se détourne de la promesse des échanges commerciaux, notre pacte historique a créé le plus vaste accord de libre-échange au monde, tant en termes de population que de superficie. Il rassemble près d'1,5 milliard d'individus répartis dans 55 pays, formant une entité économique dont le PIB est comparable à celui de l'Inde. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le secteur financier qui nous intéresse. Notons tout d'abord le maintien des activités de crédit, qui démontre la résilience de ce secteur malgré un durcissement manifeste des conditions de crédit. En Afrique de l'Ouest, le financement du secteur privé a conservé son dynamisme. Les créances sur l'économie ont connu une croissance annuelle de 11,6% en août 2023, après un taux de 15% le mois précédent. De manière plus générale, le marché des services financiers en Afrique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec une augmentation annuelle d'environ 10% pour atteindre environ 230 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Ce développement est très largement porté par l'adoption rapide des fintech, soutenue par l'augmentation de la possession de smartphones, la réduction des coûts d'accès à Internet et une population jeune en croissance rapide et de plus en plus urbanisée. Ainsi, depuis la pandémie, le dynamisme du secteur est extraordinaire. Entre 2021 et 2023, le nombre de fintech africaines a crû de 17% et on en compte aujourd'hui plus de 600. Ainsi présenté, l'avenir semble prometteur. Et pourtant, un sentiment pessimiste persiste en dehors du continent. La semaine passée, un journal français Le Monde faisait même état de perspectives économiques médiocres au sud du Sahara. Un tel écart avec la réalité du terrain m'étonne. Malheureusement, les conséquences de ce biais négatif ne sont pas seulement symboliques. L'exemple le plus éloquent de cette problématique est bien entendu celui des notations souveraines, qui tendent à être systématiquement défavorables aux pays africains. Souvent, ces notations sont davantage influencées par la richesse des pays que par le risque réel de défaut. Ce deux poids, deux mesures était frappant au cours de la pandémie de Covid-19. La plupart des pays développés n'ont pas subi de dégradation de leurs notes, ce qui leur a permis de continuer à accéder au financement malgré une augmentation significative de leur endettement. Je veux insister devant vous que ce handicap dont souffre l'Afrique face aux notations souveraines ne date pas de la crise du Covid-19 et ne se limite pas à une comparaison entre les pays développés et les pays en développement. Historiquement, notre continent a toujours été confronté à un handicap notable, même par rapport à d'autres pays en développement. Prenons l'exemple de l'Angola. Voilà un pays qui n'a pas fait défaut sur ses obligations depuis la guerre civile. Et pourtant, il a été contraint en 2017 de payer des taux d'intérêt significativement plus élevés que l'Argentine, qui a émis une obligation à 100 ans, 1 an après avoir fait défaut et 3 ans avant de faire défaut à nouveau. Ce bien ne se limite pas uniquement aux agences de notation. En effet, même pour une note équivalente attribuée par ces agences, un pays africain se voit souvent contraint de proposer des taux d'intérêt plus élevés. On peut prendre l'exemple de l'Afrique du Sud et du Brésil. Avec la même note de crédit, l'Afrique du Sud se voit imposer des conditions plus onéreuses par des investisseurs internationaux. C'est ainsi qu'aucun pays africain n'a émis de rebond depuis juin 2022. Une conséquence directe de ce biais est naturellement l'augmentation du coût des financements privés pour les gouvernements africains. Mais il affecte plus largement le financement de l'ensemble de nos économies.
Les investisseurs prennent en compte les notations de crédit avant de prendre des décisions parce qu'elles servent de proxy pour évaluer l'économie dans son ensemble. Cette situation me préoccupe particulièrement parce que le secteur privé est appelé à jouer un rôle crucial dans le financement du développement africain. Mon pays a d'ailleurs toujours été résolument engagé sur cette voie, notre ambition étant de financer la moitié de notre feuille de route 2025 par des investissements privés. Mesdames et messieurs, plus généralement, la contribution du secteur privé sera critique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, comme le rappelait M. Sergio Pimentel, parce que d'ici 2030, il l'a dit, les besoins en investissement pour l'atténuation du changement climatique dans les économies émergentes et en développement sont estimés à environ, vous avez dit 2080 milliards, moi j'ai 2000 milliards de dollars par an. Et 80% de ces besoins en investissement devront être financés par le secteur privé. Il est donc crucial de souligner que notre collaboration avec le secteur privé n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité impérieuse, compte tenu de la stagnation des flux de l'aide publique au développement. Les données de l'OCDE de l'année 2022 sont à ce sujet éloquentes. Alors que les flux nets d'APD ont globalement augmenté en 2022 de 15% en termes réels, les données préliminaires indiquent que les flux bilatéraux nets vers l'Afrique ont, eux, baissé de 7% en termes réels. Dès lors, je veux souligner ici que si nous voulons saisir pleinement les opportunités du continent africain, nous devons rectifier ce prisme de perception négative. Il va sans dire qu'une partie de cet effort doit être entrepris au niveau national et en particulier, il incombe aux États de rassurer le secteur privé et de se montrer transparent et à l'écoute. Rassurer, c'est d'ailleurs l'objet du Conseil de concertation État-secteur privé, une plateforme mise en place par le gouvernement togolais pour conduire un dialogue permanent avec nos investisseurs. Mais rassurer, c'est aussi assurer la sécurité du territoire et de nos côtes. Il incombe également à nos États de valoriser les opportunités offertes à nos pays. Cette promotion s'applique bien entendu aux projets individuels comme nous le pratiquons lorsque le gouvernement rencontre des investisseurs pour financer des projets spécifiques. Et nous savons tous que ces investisseurs se plaignent souvent d'un manque de pipeline dans nos pays. Cependant, au-delà de la promotion des projets isolés, il est primordial de véhiculer une vision à long terme. C'est dans cette optique que nous avons initié la feuille de route Togo 2025, destinée à servir à la fois de guide stratégique et de banque de projets. Je terminerai en disant que nous ne pouvons reprendre le contrôle du récit africain sans une action concertée. Je considère qu'il est crucial pour l'Afrique de regagner collectivement la maîtrise de son narratif. C'est dans cette perspective que le Togo s'engage depuis longtemps dans la construction et la concrétisation de l'unité panafricaine. C'est à Lomé en 2000 que les accords fondateurs de l'Union africaine ont été signés et c'est également dans notre capitale que se tiendra en 2024 le Congrès panafricain. Hier, nous étions avec le Nigeria à l'origine de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1975 et dans le même esprit, nous avons contribué à la création de l'Alliance politique africaine, témoignant de notre engagement continu en faveur d'une autonomie stratégique panafricaine. Je me réjouis donc que ce sujet de la coopération africaine constitue aujourd'hui un fil rouge tout au long de notre programme, abordant des thématiques aussi variées que la taxonomie verte pour l'Afrique, la coordination réglementaire dans le secteur des fintech, ainsi que les discussions portant sur l'établissement d'une autorité bancaire unifiée à l'échelle de notre continent. Car il n'y a aucune raison valable pour que l'Afrique ne prenne pas sa juste place sur l'échiquier géostratégique mondial. Le continent représente 28% des États membres des Nations Unies et d'ici 2050, la population africaine constituera 25% de la population mondiale. Cette proportion devrait atteindre 40% en 2100. Notre voix, la voix africaine, doit être à la mesure de cet avenir. Merci et bonne conférence à tous. L'African Financial Industry Summit, qui se tient au Togo pour la deuxième fois consécutive, est organisé en partenariat avec IFC, International Finance Corporation, une filiale de la Banque mondiale. Son objectif est d'amener les banques, assureurs et marchés de capitaux du continent à relever le défi du développement économique de l'Afrique. Léontine
à Togima. ULN, pour y parvenir, quelques domaines prioritaires, notamment le financement du secteur des petites et moyennes entreprises, doivent être examinés pour la réussite de l'industrie financière africaine. Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale. Tout d'abord, le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous, ces entreprises constituent l'épine dorsale des économies en Afrique. Elles fournissent des biens et des services essentiels, créent de nombreux emplois et favorisent l'innovation. Autour de chacune de ces petites entreprises se structure un écosystème économique. Et c'est bien de leur maintien en activité que dépend la capacité du continent à structurer de véritables chaînes de valeur régionales et nationales et de créer des emplois. Mais le second domaine d'intervention que je voudrais mentionner est le financement du commerce, et notamment le commerce continental, qui est d'ailleurs une autre manière d'accompagner les petites entreprises. S'il faut, pour faire progresser la zone de libre-échange continentale, continuer à travailler, à lever les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, il faut tout autant lever les obstacles en termes de financement du commerce. Et c'est seulement si on agit sur ces deux aspects de façon simultanée que l'on peut effectivement aider tous les acteurs économiques africains. Pour cela, vous pouvez également compter sur nous. Sergio Pimenta revient sur les défis que doit relever AFIS. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas facile. Et je pense que la vidéo et les titres que nous avons vus juste au départ de cette conférence nous montrent bien les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Comme le reste du monde, l'Afrique reste confrontée à un environnement économique marqué entre autres par une crise mondiale du crédit, des taux d'intérêt qui sont historiquement élevés et un ralentissement des financements internationaux. Les effets persistants de la pandémie de Covid-19, les conflits en Europe, au Moyen-Orient, l'inflation galopante et l'impact croissant du changement climatique ont de graves répercussions sur les économies du continent africain. Face à ces défis, nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser une croissance économique durable, inclusive et verte en Afrique. Le développement économique de l'Afrique par les Africains, c'est l'attente de ce sommet à Lomé. Quelques personnalités se sont exprimées au micro de Léontine Togima à la fin de la cérémonie d'ouverture. Les attentes pour le sommet sont très simples. C'est que le sommet cette année permette presque que la rencontre des acteurs de la finance continue pour apporter ce dont le continent a besoin, à savoir des financements, mais aussi l'ouverture sur lui-même. Parce qu'on parle beaucoup de l'ouverture sur le reste du monde, mais la connexion entre les différentes parties prenantes du continent, pour moi, elle est primordiale. Nous, les Africains, dans le secteur financier, on doit prendre notre destin dans notre propre main, mais on a besoin de sommets comme ça, que nous tous, on est ensemble et faire le chemin ensemble. Mais après qu'on quitte ici, c'est très important que toutes les choses qu'on a dit on doit faire, qu'on commence à faire ça. Et suivons à présent le départ du chef de l'État après l'ouverture des travaux, et c'est avec Solim Lemon. Après les travaux, le chef de l'État Faure Eswazimna Nyassingbe était en communion avec la foule. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Il a ensuite reçu les honneurs. Signalons qu'à l'occasion de cette rencontre, l'ambiance est tout autre aux alentours de l'hôtel du 2 février dans le quartier administratif. Et c'est celle qu'on observe toujours à l'occasion des grandes rencontres à Lomé. Comment les citoyens perçoivent-ils ce changement? Les détails dans ce reportage de Messan Togoué, Kilim Poyodi et Raoul Tetonyaki. Des engins, notamment voitures et motos garés sur de longues files, les forces de l'ordre et de sécurité debout, l'air vigilant, surveillent la zone. Les petits commerces habituels dans cette zone ont été délocalisés provisoirement. L'événement est le bienvenu car le chef de l'État vise le bien pour la nation. Réagit ce vendeur. Aujourd'hui, ça circule bien. C'est pas comme les autres jours. Bon, on ne gagne pas client, mais on voit beaucoup d'hommes passer. Comme c'est le président même qui vient, donc nous tous on est d'accord pour ça. Je sais que c'est aujourd'hui, demain et puis c'est fini. Les clients vont revenir. Merci.
En face de l'entrée principale de l'hôtel, des visiteurs, passants et autres piétons sont debout. Passants et autres piétons sont debout, guettant la moindre occasion pour agiter la main au chef de l'État à son arrivée, tout comme à son départ. Que c'est agréable de voir le chef de l'État même de loin. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. Et pour un bon développement de l'économie, il faut préserver la paix dans la sous-région ouest-africaine. Les lettres sciences sociales et humaines peuvent y contribuer. Un colloque se tient en ce sens depuis mardi à l'université de Lomé. Les experts examinent les défis sécuritaires dans l'espace CEDEAO et c'est l'initiative du laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone. Il faut également être en bonne santé pour pouvoir booster l'économie d'un pays. La communauté internationale a commémoré hier la journée mondiale de lutte contre le diabète. L'une des complications du diabète est la survenue des maladies cardiaques, notamment les AVC. Pour les éviter, il faut trouver un équilibre alimentaire car ce que nous mangeons joue un rôle direct sur les risques liés aux maladies cardiaques. Quel comportement adopter et quel aliment consommer pour réduire les risques liés aux AVC? Professeur Bello Moufou, neurologue à Lomé. La consommation de fruits et légumes. Ces fruits et légumes contiennent du sodium et du potassium. Et ces deux nous protègent. Lorsqu'on mange des fruits, donc on a du potassium qui protège le cœur contre les maladies cardiovasculaires dans l'hypertension artérielle ou les AVC et autres. On doit consommer 5 portions de fruits et de légumes tous les jours. Et également, il faut boire suffisamment d'eau. Au moins 2,5 litres, 3 litres d'eau par jour pour les personnes adultes. Pour permettre de rendre fluide le sang et d'éviter la production de caillots de sang. La pratique du sport est au cœur de ces préventions. Et nous allons rendre hommage aux autorités nationales qui ont pu mettre en place la pratique du sport une fois par mois dans la population togolaise pour nous dire que voilà, trop c'est trop, il faut qu'on se protège et nous devons tous participer à ces activités-là qui sont des activités protectrices. Un mot de sport pour terminer. Les éperviers du Togo jouent le Soudan demain. Ce match compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Était à la console technique d'Akevi Nevem et à la réalisation Clarisse Tombite. Et ce journal était essentiellement consacré au African Financial Industry Summit AFIS qui se tient à Lomé. C'est le chef de l'État fort, Essoz Mnagna-Singbe lui-même, qui a personnellement ouvert les travaux. Le numéro 1 togolais appelle à une mobilisation autour du secteur privé pour réussir l'inclusion financière. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg